Bonjour, je suis Gilbert Daouet des éditions Avatar. Ce soir, avec Gabriele Adinolfi, nous allons décrypter les élections régionales françaises. Je rappelle pour tout le monde, et pour ceux qui ne savent pas, que Gabriele Adinolfi est un politologue italien et ancien activiste extra-parlementaire de l'époque des années de plomb. Aujourd'hui, il anime des groupes de pression dans plusieurs pays européens, dont Europe et les Lansquenets. Il est auteur et connaît bien la France en y ayant vécu pendant plusieurs années. Avant de te donner la parole, Gabriel, je vais mettre le cadre pour nos auditeurs. Il y a eu des élections régionales et départementales en France. Ces élections étaient dues en mars. Le pouvoir en place les a déplacées pour le 21 juin, jour d'ailleurs où il a annulé le couvre-feu et il a permis aux Français de sortir sans masque. Le résultat des élections a été du premier tour et du deuxième tour, vu que c'était des élections majoritaires, donc de premier et deuxième tour. Le résultat a été une abstention massive et historique. 68% et 65% en gros du premier tour et du deuxième tour. Pratiquement toute une partie de l'électorat en France, c'est-à-dire la jeunesse et l'électorat populaire, n'a pas voté. Dans les 15 régions françaises métropolitaines, il y a eu la prime au sortant, c'est-à-dire tous les chefs de région ont été reconduits dans leur poste. Donc voilà le cadre de ces élections et la France se retrouve pratiquement d'un pays fragmenté, vu que la droite a gagné 3 régions ou plusieurs régions, mais les leaders de la droite sont de partis différents techniquement. C'est-à-dire Bertrand Xavier a son propre petit parti, Madame Pécresse a le sien, et ainsi de suite. Et le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a pas réussi à conquérir aucune région durant ces élections. Voilà le cadre de ces élections régionales. Je laisse la parole à Gabriel. Bonsoir, bonjour à tout le monde. La parole sur les régionales. Bon, je dirais que les régionales, pour moi, n'ont pas donné aucune surprise parce que, en fait, je crois qu'il y a une préparation scientifique pour un cadre qui servira à remplacer Macron par un Sarkozien. Alors, je m'explique. Tout d'abord, quelle est la raison de la défaite, disons, du Rassemblement national au cantonal ou au régional? Je pense que c'est le fait d'avoir continué de croire à la surface des choses, c'est-à-dire les élections sont importantes, c'est évident, mais sont toujours le résultat d'un travail. Le consensus vient du travail, le consensus vient de travail préalable, parce qu'autrement, on n'a jamais mesure de le condenser. Qu'est-ce qui s'est passé justement après toute cette année, plus d'une année de confinement et avec les gens qui ont de moins en moins confiance dans la politique? Il s'est passé que les gens qui ont été mobilisés sont les gens qui sont, comment dirais-je, qui ont des intérêts des catégories, des professions ou financières ou quoi que ce soit dans la gestion de choses. C'est-à-dire que les soi-disant États profonds, c'est-à-dire l'État organisé, c'est-à-dire les clubs, comme les Lion Club, le Rotary Club, le pharmacien, ou alors les fonctionnaires, etc., et les gens qui se soutiennent comme les clubs d'il y a 3 siècles, ils se sont présentés massivement. Et les autres gens ne sont pas allés. Alors, le problème, c'est que le Rassemblement national, comme toute droite nationale, n'a jamais travaillé dans ce sens-là. En Italie, c'est la même chose, sauf que la Lega travaille dans ce sens-là, au moins dans le nord-est. Et ça lui permet de rester ancré. Alors, je pense que le résultat des régionales et des cantonales, c'est la preuve du fait qu'on n'a pas tenu compte du sens réel du politique. Il n'y a pas, comment dirais-je, une vision structurelle de la politique. Il y a une politique trop de surface. Et donc, Marine Le Pen a été mis sur le bûcher à cause de ceci. Et ça met en cause son
affrontement vis-à-vis de Macron dans le deuxième tour. Et en plus, ça lance probablement l'idée d'un atlantiste sarkozien comme Xavier Bertrand qui pourrait, gagner sur Macron et donc qui ferait un macronisme sarkozien, donc beaucoup pire de ce que nous avons aujourd'hui. En réalité, moi, je pense, Gabriel, malgré que les gens disent que Macron a perdu, bien entendu, le parti du président a eu moins de 9% et 3% si on compte sur l'électorat entier, pas l'électorat votant. Moi, je pense que Macron a gagné. En présentant ses ministres, il a réussi à éliminer l'opposition interne ou les candidats potentiels à l'intérieur de son propre parti. Il a démontré, avec Xavier Bertrand et les partis de la droite, qu'il y a 3 candidats potentiels, parce que chacun a son fief, Pécresse, etc., et qui donc vont s'entretuer. Et il a éliminé les 2 oppositions, c'est-à-dire Mélenchon et Marine Le Pen, en l'affaiblissant beaucoup. Les sondages depuis des mois euh, ont moussé le vote de Marine Le Pen ou du Rassemblement national pour arriver à 40%. Et donc ça a permis aux journalistes de dire, ah vous voyez, ils sont tombés de 40 à 20%. Or, en termes de vote bien inférieur à ce que c'était il y a 6 ans, le Rassemblement national reste le premier parti de l'opposition en France. Nous sommes parfaitement d'accord, mais ceci étant dit, je pense que l'enjeu est plus important que cela, c'est-à-dire l'administration Biden qui met toutes les cartes en route, enfin qui met toutes les armes en route, elle essaye de court-circuiter l'avancée européenne. Donc, elle essaye d'imposer après Macron et après la Merkel de fantassins, de fantoches de l'OTAN. Alors, en Allemagne, c'est mal parti. Ils ont quand même leur propre fantoche qui est la verte, mais c'est mal parti. Je ne pense pas qu'ils y arriveront parce qu'entre les CDU et les social-démocrates, je ne pense pas qu'ils y arriveront. Donc, en Allemagne, c'est mal parti. En France, alors, il faut voir, l'histoire se répète en farce, disait Marx, mais un petit peu en farce. Macron, c'est un petit peu comme De Gaulle. Je m'explique. De Gaulle était quelqu'un qui était carrément détesté par la droite nationale et pour cause, parce qu'en fait, il avait fait tuer énormément de gens, il avait été hyper répressif, on ne parle même pas de ce qu'il avait fait en Algérie, etc. Donc, c'est quelqu'un qu'on aimait bien qu'il tombe, et je comprends parfaitement. En même temps, c'était aussi celui qui a donné à la France une certaine position internationale très importante. C'est lui qui a permis à la France de se relever, d'être une puissance, pas une grande puissance, mais une puissance importante. Et quand De Gaulle a tombé, il est allé à sa place un mec plus sympathique, Pompidou, mais le mec sympathique Pompidou n'a fait que donner la banque, donné le trésor à la banque Rothschild et n'a fait qu'ouvrir la porte au Fonds Rouge qui a été bloqué finalement quelques années plus tard, grâce à Mitterrand. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Macron, par exemple, évidemment, il est détesté pour des millions de raisons que je comprends très bien. En même temps, dans les dernières 10 ans, c'est celui qui a fait la politique étrangère plus intéressante et pour la France et pour l'Europe. Et c'est aussi celui qui a bloqué le plus d'immigration. Depuis l'époque de Pompidou, il y a moins le président qui a freiné plus d'immigration, c'est Macron. Alors, une politique intelligente, ça serait celle-ci d'essayer de reprendre ces choses de Macron faites par quelqu'un d'autre qui a une autre vision du monde, etc. Donc, c'est ça qu'il faudrait faire. En revanche, l'idée simplement de faire tomber Macron pour mettre un type, soi-disant, de droite qui parle de valeurs, de patrie, mais qui est un autre personnage qui sera carrément dans la même nuance culturelle, la même nuance spirituelle, mais aussi qui sera contraire à toute puissance française, à toute puissance européenne, parce que valet des Anglo-Américains, je trouve que c'est complètement stupide. Alors, la chose intelligente pour quelqu'un qui veut faire de la politique, ne pas se faire plaisir pour se faire plaisir, c'est d'intervenir dans la mouvance des choses, dans la limite des choses. Donc, ça serait évidemment de travailler sur les flancs pour pousser quand même du populisme
parce que si Marine Le Pen arrive au deuxième tour de passer les 40%, etc., il y aurait un poids qui pourrait intervenir là-dessus. Vice-versa, cette histoire, parce qu'on en reste encore, parce que la France n'a pas encore sorti de la scission du Front National de 1998. Alors, tout le monde est encore en train de se venger de ceci, et ils ont tous besoin de tuer, puisqu'ils n'ont pas réussi à tuer le père, ils tuent la fille qui est devenue la mère. Alors, je n'ai rien, enfin, je ne suis pas un partisan, alors que j'aime beaucoup le père, je ne suis pas un partisan de Marine, pour des millions de raisons. Mais la logique d'aller de toute manière soutenir par tous les biais possibles l'inclusion de la candidature de Marine pour favoriser un Xavier Bertrand quelconque, je trouve ça absolument absurde. Donc, qu'est-ce que tu penses des candidats alternatifs? Les noms sont en train de pointer sur les réseaux sociaux. Écoutez, le candidat alternatif, il n'y en a pas. C'est-à-dire, soit c'est Macron, soit c'est l'adversaire de Macron qui sera choisi par l'OTAN. Tous les candidats alternatifs, si tu parles de Zemmour, par exemple, bon, ce sont des candidats qui servent simplement à casser la dynamique. Alors, Zemmour est un très bon, un très bon commentateur. Il parle de choses avec un bon sens. Et c'est très agréable, mais ce n'est pas du tout un homme politique. Il n'y sera jamais un homme politique. Moi, j'ai entendu, par exemple, quand il a parlé de l'accord économique entre l'Union européenne et la Chine, il ne savait même pas de quoi il parlait. Il ne le saura jamais parce que ce n'est pas son truc. Et en plus, il est quand même figé dans la même illusion qui se font tous les perdants. C'est-à-dire, il y a cette logique par laquelle le système aujourd'hui est irréel et il est insensé, il est contre nature, donc il y aura un renversement du bon sens. L'histoire démontre que ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Le renversement peut se faire exclusivement par des minorités organisées qui travaillent dans le bon sens et qui vont en lutte. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient c'est pas un théoricien qui n'a pas de parti, d'appareil des partis, qui n'a même pas une vision politique, il a une vision, si vous voulez, une vision du monde un peu ancienne, mais il n'y a pas une vision politique qui pourra faire grand-chose, sans compter qu'il ne sera jamais président de la République. Donc, il est quelqu'un qui pourra empêcher Marine d'être au deuxième tour, peut-être. Peut-être aussi qu'il nuira Xavier Bertrand, je l'espère. Mais bon, ce n'est pas un candidat alternatif, c'est du showbiz. C'est assez hallucinant. Mais bon, mais en ce qui concerne l'opposition, vu que l'extrême gauche, pour parler simple, c'est-à-dire Mélenchon, a été maintenant totalement éliminé et on lui a mis comme candidature parasitaire celle du secrétaire du Parti communiste. Je simplifie en parlant d'extrême gauche et d'extrême droite. Et à l'extrême droite, par exemple, il y a eu la candidature de Florian Philippot, qui a fait une campagne cohérente, souverainiste bien entendu, mais cohérente sur le sanitaire, qui a quand même réussi à monter de 1 à 7%. Est-ce que tu vois un avenir pour ce genre de courant en France ou pas? J'espère que non, parce que bon, moi, avec Philippot, j'ai vraiment rien en commun. Mais rien, rien, rien. Alors, c'est encore c'est un truc. Ce qu'on appelle l'extrême droite vit de fantasmes totalement abstraits. Alors, tout d'abord, les gens de l'extrême droite pensent que les électeurs du Rassemblement national avant, du Rassemblement national aujourd'hui, ce sont des gens qui leur rassemblent, qui leur appartiennent et qui sont mal gérés par des chefs qui ne font pas ce que eux ils penseraient. C'est pas du tout ça. Les gens qui votent pour le Rassemblement national ou pour le Front national, c'est un courant populiste qui demande quelque part d'avoir des espaces et d'avoir des droits et qui leur sont empêchés. Alors ça, l'important, c'est que qui et comment s'occupe de ceci. Si les gens pensent, comme c'est le cas de Philippot, qu'on puisse aller arrière, je ne sais pas où, et en plus avec de sympathie très particulière même dans l'histoire, parce que son gaullisme, moi je n'aime pas le gaullisme, mais ce que j'aime du gaullisme, ça n'a rien à voir avec ce qu'aime Philippot, je ne vois pas l'intérêt.
donc, non, je ne pense pas que ces gens-là auront aucune chance, sauf s'ils sont appuyés pour nuire. Je veux dire, en Italie, le souverainisme a été lancé par les Anglo-Américains exprès pour casser le populisme de Berlusconi. Après, c'est terminé. Alors, si on veut casser le populisme, on peut aller avec les souverainistes du blablabla. Mais bon, de toute façon, quelqu'un d'une soi-disant droite radicale doit traverser le populisme pour lui donner un élan et une vision. Il n'a rien à voir avec du souverainisme, et surtout être souverainiste ou populiste et se complaire de ceci et essayer d'espérer en déléguant quelque chose sur quelqu'un là-dessus, c'est passer son temps à se faire plaisir pour rien. Donc, en fait, il n'y a pas d'alternative. C'est où L'alternative, alors, finalement, l'alternative, c'est Macron ou un mec de l'OTAN. Et puisque ce n'est pas nous qui le décidons, parce que quand on parle de gens de la droite radicale, comme maximum de voix, ils arrivent à 1%, ils sont plus ils se détestent les uns les autres, ça ne marche pas du tout. Donc l'importance, c'est de comprendre l'objectivité de fait, de travailler dans l'objectivité des faits. Donc permettre la plus grande poussée populiste pour pouvoir essayer de contrecarrer le plus possible, du point de vue culturel et d'orientation, ce qui sera le Macron 2. Et surtout empêcher un Bertrand de Savier. Pour moi, c'est si simple que ça. Mais est-ce que ce populisme doit se... Et on va finir ici cette émission, mais est-ce que ce populisme doit se manifester dans un parti comme le Rassemblement national ou à travers tous les courants politiques en France? Non, mais il devrait se manifester à travers tous les courants politiques de France. Le problème, c'est que pour pouvoir travailler vis-à-vis de mouvements, c'est-à-dire pas d'un mouvement d'une organisation, mais de quelque chose qui bouge, d'une dynamique, pour pouvoir travailler par une dynamique, il faut ce que Lénine appelait un parti révolutionnaire, un parti de cadres. Donc, il faut une avant-garde, mais il n'y a pas. Donc, puisqu'il n'y en a pas, et on a tout le temps essayé d'espérer de voir le chef qui nous sort, ou la chefette qui nous sortira de nos problèmes, ça n'ira nulle part. La droite radicale en France, comme presque partout, n'a aucun poids. Et d'ailleurs, je pense qu'on est dans une situation vraiment. En Italie, ça a été les 5 Stelle et les 5 étoiles. Et en France, le macronisme. C'est vrai qu'on est dans un phénomène de post-parti. Les partis politiques ne comptent plus grand-chose. C'est des coquilles vides, en fait. J'ose dire même que Greta, quand elle est apparue de nulle part, cette fille de 16 ans, qui d'ailleurs avait des lobbies derrière elle, a réussi à faire en un mois plus que ce que tous les partis politiques ont fait en 70 ans. Donc, je pense que même ceux qui font de la politique ne parlent plus au réel et surtout ne parlent plus à la jeunesse. La gauche italienne est actuellement une personne qui soi-disant gauche, en fait. C'est une personne qui est un chanteur, hein, qui a je ne sais pas combien de millions de followers sur YouTube. C'est lui qui fait ça aussi. Donc on a complètement, on est passé dans une américanisation post-démocratique très comment dirais-je, et très informatique de tout. Alors, il faut s'équiper pour l'ère nouvelle. Il ne faut pas penser continuer à espérer qu'on puisse nous ressortir comme à l'époque, parce qu'on n'aura pas la télé en noir et blanc et on n'aura pas le téléphone avec le fil, messieurs. Donc, c'est plus ou moins le discours de Philippot. Ça va pas très loin de ça. Hein. Oui, en plus, ils n'ont même pas à introduire le vote censitaire, vu qu'ils peuvent continuer à gouverner, quoi, le pouvoir en place, quoi, le deep state, l'état profond, sans même que les gens aillent voter. La preuve, personne n'est allé voter, et pourtant ils sont en train de se partager tranquillement le gâteau. Bon, je te laisse la parole de la fin, Gabriel. Non, il n'y a pas vraiment de parole de la fin. Je veux dire que je pense que c'est flagrant. Il y a plusieurs choses qui sont flagrantes. D'abord, qu'on est en post-démocratie. Par la suite, qu'on est que l'ère du parti est pratiquement terminée. Par la suite, que l'échec du Rassemblement national est dû au fait que personne n'a compris l'ère nouvelle et donc une personne s'occupait de rentrer, de créer ses propres réseaux dans l'état profond.
Et finalement, je dis que toute la bataille, réellement, les enjeux sont des enjeux internationaux sur lesquels la France, impersonnée malgré tout par Macron, risque de se faire réenvahir par les Américains, par un Xavier quelconque ou qui d'autre, et que ce qui devrait s'occuper de essayer de créer, de travailler dans le futur dans une mouvance populistes avec de situations sélectives et aussi de capacité de construction passent leur temps à espérer qu'un type un commentateur de télé essayiste ou qu'un ancien gaulliste qui a complètement détruit la campagne présidentielle d'il y a 3 ans et demi, puissent leur sortir de l'auberge. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, parce qu'admettons qu'ils arrivent, que ça éclate de partout, qu'il y aura 3 petits partis de la droite nationale. Bon, ensemble, ils ne compteront rien. Chacun entre eux ne comptera rien. Et surtout, les gens de la droite radicale qui aiment beaucoup ceci seront toujours éjectés par ces gens-là, qui ont déjà leurs propres partisans, leurs propres parrains, leurs propres utiles, etc. Donc, je pense qu'encore une fois, la réalité ne gifle en face les gens qui ne veulent pas la regarder, mais qu'on continue de se perdre dans des illusions et qu'on s'en fout de prendre le gifle en face, on fait semblant qu'on ne les a pas pris. Sur ça, on va conclure notre émission de cette semaine. Je te remercie, Gabriele. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent commenter cette émission, bien entendu. Et bien entendu, pour les algorithmes de YouTube, ils peuvent s'abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.